Eh bien, bonjour à tous. Nous allons passer aujourd'hui une petite heure avec Pierre Madelmont, qui est auteur de son premier roman de science-fiction, Une autre humanité, qui est paru en juillet 2025. Je ne l'ai pas encore lu pour ma part. Alors, Pierre n'a pas vraiment une trajectoire classique d'auteur, et nous allons entre autres nous questionner sur les possibilités que propose notre monde moderne pour des gens normaux, on va dire, d'accéder à la publication. Nous parlerons aussi de d'intelligence artificielle, de space opéra, d'avenir, bref, de science-fiction. Bonjour Pierre, comment vas-tu ce matin? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Alors moi très bien, merci, content d'être avec toi et pour la petite histoire, pour la seconde fois, parce que j'ai pitoyablement raté notre premier enregistrement. Ça m'a permis de m'entraîner et de clarifier quelques idées. C'était intéressant. Alors tu as donc publié en milieu d'année dernière Une autre humanité. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, ton parcours, ta vie, ton œuvre? Ma vie, mon œuvre, ma vie, elle est assez classique. La particularité, peut-être, est que, voilà, j'ai un travail salarié, disons, classique. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Donc, j'ai réduit mon activité, ce qui m'a permis de faire des choses que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Voilà, j'ai repris la guitare un peu plus sérieusement, j'ai voyagé, j'ai pu faire des séjours plus lointains, plus longs, etc. Et puis, j'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée de d'écrire, sans savoir vraiment quoi. Et puis, retrouvant un peu plus de temps, comme j'ai réduit mon activité, je suis passé indépendant, je maîtrise mieux mes horaires et j'ai pu m'y consacrer de façon assez poussée pour vraiment voir si j'étais capable d'accoucher d'un écrit de A à Z. Donc voilà comment je suis arrivé à l'écriture. Et alors c'est intéressant parce que tu as dit que tu avais une envie d'écrire. Tu n'avais Mm. pas une idée précise. Tu avais cette envie de produire un écrit et dans quel but aussi? Parce qu'il y a des gens qui écrivent dans leur coin, qui racontent leur biographie ou des trucs comme ça. Oui, oui. C'est vrai que c'était une envie, mais j'y avais pas beaucoup réfléchi. Et puis, je vais simplifier. Peut-être que j'ai regardé ma wish list des choses à faire avant d'être sous terre et à un moment dans la liste, un peu comme dans une pile à lire, hein, on dit mais tiens c'est quoi déjà ça et voilà. Et après très rapidement l'idée qui m'est venue était plutôt d'écrire quelque chose dans l'imaginaire. Et la science-fiction s'est imposée. Pourquoi j'avoue que je saurais plus très bien dire, mais l'imaginaire c'était certain. Ça me semblait plus facile pour commencer à écrire quelque chose. J'ai pas mal d'imagination et la création de monde m'intéressait avant même l'écriture, les mots. Voilà, de construire quelque chose. L'écriture, c'est une façon un peu de se, ça- c'est un petit peu peut-être grandiloquent, mais d'amplifier un peu la vie telle qu'on la vit, telle qu'on l'apprécie. Hein, c'est-à-dire qu'en se posant des questions, le choix des personnages, de l'univers, et à un moment des mots forcément, on, on apprécie plus, je dirais, la vie, l'actualité, peut-être ses lectures après, parce qu'on a commencé à passer de l'autre côté de la barrière. Donc il y avait aussi l'intention de rendre plus intense ma vie, parce qu'avant c'était, comme beaucoup de gens, normalement, métro, boulot, dodo, on attend le week-end pour faire ce qui nous plaît vraiment. Mais on est crevé, on le fait pas, on procrastine. Donc moi, tout ça, ça me pesait. Et donc je pense que dans l'écriture, il y avait aussi ça, cette sensation cette recherche plutôt, à travers de la création, de donner un peu de peps à sa vie. Et puis il y avait, on en reparlera, hein, découvrir, faire des rencontres comme aujourd'hui. Mais voilà, c'était pas plus réfléchi qu'un petit post-it dans une bucket list, on va dire. On parle alors d'écriture, de littérature, de création artistique en général, et c'est vrai que la création artistique implique une intention propre à l'humain et bien qui va chercher au plus profond de nous, de notre être, de notre vécu. On se base sur tout notre passé pour proposer au monde quelque chose de particulier, de singulier, d'essentiel. Donc c'est vrai que c'est autre chose qu'un travail ordinaire, un métier ordinaire que la vie ordinaire. Ben, on pense qu'on a des choses à dire. Maintenant, elles sont peut-être pas très
très profondes, où elles ont été dites avant, mais il y a des nouveaux lecteurs, il y a des gens qui viennent au genre, hein, puisque la SF est quand même un genre de niche en France. Euh, donc on écrit, faut écrire sans scrupule, faut pas trop se poser de questions. Donc moi, c'était ça mon postulat de départ, et d'arriver à la fin, de faire de A à Z, hein, de moins arriver à écrire quelque chose qui se tienne de A à Z. Ça, c'était déjà une première étape à atteindre pour dire bon bah j'ai essayé, ça me plaît pas, j'ai quelques capacités ou pas. Puis ensuite il y a la publication, c'est une étape un peu plus, c'est une autre étape. Euh, j'ai senti que enfin j'assumais ce que j'avais écrit. Bon après les relectures, les corrections, évidemment, hein, tout ça. Euh, et donc je l'ai publié donc en auto-édition sur une fameuse plateforme. Puis j'assumais et je défends mes écrits. Bon, je dois dire que j'ai plutôt une bonne réception, y compris de pas mal de lecteurs qui sont venus, qui ne sont pas. Donc la SF ne fait pas partie de leur lecture habituelle. Donc je suis assez content de ça. À un moment dans mon écriture, c'est aussi un de mes buts d'être accessible, sans simplifier, sans trop vulgariser, en gardant les codes de la SF que j'aime beaucoup, mais en évitant de devenir, enfin d'être certainement pas hard SF, hein, c'est-à-dire très scientifique. Je suis pas scientifique à la base. Ça m'aurait été compliqué, ça m'intéresse comme ça, mais pas plus. Voilà. La science-fiction, c'est souvent une manière aussi de faire un petit peu de prospective. Souvent, dans les romans de science-fiction, ça commence par et si? Et si on pouvait voyager à une fraction importante de la vitesse de la lumière? Et si il y avait des extraterrestres qui arrivaient? Et si, et si, et si? Est-ce que derrière une autre humanité, il y a une réflexion, alors peut-être pas trop scientifique, mais sociétale, quelque chose de ce genre. Est-ce qu'il y a aussi une manière d'exorciser ces peurs, ces angoisses? La science-fiction, c'est un genre, mais il y a beaucoup de sous-genres. Évoquer l'art des SF, bon, je vais pas les détailler. Pour avoir une SF qui est très divertissante et qui ne va pas faire trop d'introspection, de prospective. Moi, j'en fais un peu, mais je veux rester divertissant, donc ça reste quand même à la base ce premier tome. Deuxième tome, ça va évoluer, mais le premier tome, si on devait le catégoriser, il a surtout une couleur space opéra, survie space opéra. Mais effectivement, euh, je, j'avais envie de dire des choses, donc l'imaginaire, ça a ça d'intéressant, c'est que vous pouvez dire des choses, peut-être vos réflexions personnelles, faire de la prospective, entouré ou enjolivé ou un peu arrondi par euh, un univers créatif, donc c'est plus digeste. Hein, j'écris pas un essai, je fais pas de l'introspection, encore moins de la philosophie. Mais oui, c'est vrai, on veut construire quelque chose pour avoir l'impression de maîtriser, surtout dans un monde où je parlais tout à l'heure de rien que du temps, son temps, on le maîtrise pas, hein, de par nos vies actives et d'autres choses. Donc oui, il y avait ça, et il y avait effectivement l'envie de poser un peu à plat et de creuser un peu plus des idées qu'on peut avoir, parce qu'on se tient au courant de l'actualité, on a son vécu personnel. Bon, moi j'ai un peu plus de 50 ans, donc j'ai fait quelques trucs, j'ai réfléchi à quelque chose, je me suis dit pourquoi pas les mettre un peu en musique ou en mots, plus exactement. Mais on fait pas tant en science-fiction, on fait pas tant de la prospective que parler du présent, en fait, je pense. Tu disais et si, c'est les questions qu'on se pose. C'est pas forcément comme ça qu'on les plaque dans le bouquin, hein, de l'SF. Mais par contre, on se les pose avant de se lancer dans une intrigue. Mais surtout, on prend le présent et on le décortique, on l'analyse. Alors, à un Hmm. moment, on dit, bah voilà comment ça pourrait évoluer. Mais c'est d'abord une analyse du présent. Et Dieu sait si en ce moment, on a de la matière. Ça peut être gênant parce que ça va très vite, mais on a une super matière. Je dirais même que presque, il y a des sujets qui deviennent classés. Hein. Il y a des gens avant moi très éminents qui ont écrit sur la crise climatique il y a 50 ans. Hein. Un soleil vert prophétisait un réchauffement climatique et l'appauvrissement des ressources. Bon, bah, je dirais que on y est au moins dans une partie du monde, et peut-être pire à l'avenir. Donc, on pourrait. Donc, c'est intéressant d'un côté, des sujets sont, je vais pas dire qu'ils sont classés, mais ils ont été imaginés et on y arrive aujourd'hui, 50 ans plus tard, certains écrits. Euh, les mondes dystopiques nos commettent, hein, Hmm.
suivez mon regard. Et puis on a l'IA, comme c'est un aspect important de mon bouquin, j'en touche un mot. Euh, on a l'IA aujourd'hui. L'IA, ça questionne vraiment le présent parce qu'est-ce qu'on sera dans 5 ans, même rien que dans 5 ans, qu'est-ce qu'on sera? Nous tous, celui qui travaille, qui a un travail assez standard aujourd'hui, qui peut être plus ou moins exposé à ce que l'IA peut faire, et puis évidemment l'écriture, l'art en général, et plus simplement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on se pose la question d'aujourd'hui de euh, est-ce qu'on sera remplacé? Alors, on va pas disparaître, mais est-ce qu'on sera pas remplacé dans tellement de choses que on sera plus que dans un monde de divertissement, par exemple? Donc la question que moi je me pose gentiment, tout en restant encore une fois pas léger, mais plaisant, facile à lire, c'est dans quelle mesure on peut collaborer. Moi, je n'imagine pas une IA euh, qui nous remplace pour le mauvais et qui nous qui est asservissent. dangereuse. J'interroge comment on collabore. Évidemment, l'IA est plus intelligente que nous. Alors ça se discute, hein, on met tout ce qu'on veut sur l'intelligence, mais c'est plus, on va dire, c'est plus rationnel. Voilà. Donc, ça peut présenter des avantages de parfois ne pas avoir d'émotion. Ça, c'est un peu plus le sujet de mon tome 2. Justement, si on peut reparler de ce tome 1, donc, qui est paru en milieu d'année dernière, et si tu pouvais nous le pitcher en quelques phrases comme ça. On est dans un monde post-apocalyptique qui n'est pas dans le temps situé très loin de nous. Et donc, des survivants tentent une mission de la dernière chance, s'envolent dans l'espace pour aller chercher des hommes qui sont partis avant l'apocalypse parce qu'ils ont senti venir la catastrophe. Et il y a des traces sur Terre comme quoi ils ont vraiment existé et qu'ils ont commencé à développer des technologies très avancées dans le secret et que donc aujourd'hui, à l'heure où les héros se partent dans l'espace, quand je dis aujourd'hui dans le roman, euh, on suppose qu'ils sont encore plus avancés et ils pourraient avoir des solutions pour les sauver et peut-être établir une vie comme on la connaissait avant la catastrophe. Donc ils se lancent dans l'espace, mais rien n'est sûr. Est-ce que finalement ces hommes d'avant l'apocalypse qui sont partis ne sont pas juste un mythe auquel on se raccroche, plein d'espoir, mais en fait c'est une légende? Et puis, deuxième questionnement qui se passe au milieu du voyage, parce que, bon, il y a les embûches du voyage, mais il y a aussi les questions, les doutes qui surviennent, parce que euh, il se passe certaines choses que je ne spoilerai pas là, mais finalement, est-ce que même s'ils existent, ces humains, est-ce qu'ils voudront aider les survivants qui sont restés post-catastrophe? Parce qu'ils sont partis en ne laissant que très peu de traces et surtout dans un silence total. Ils n'ont jamais repris contact avec la Terre. Donc s'ils existent, comment accueilleront-ils les survivants si les survivants les trouvent? Donc ça m'amène à questionner une autre façon de mener notre petite vie sur Terre, voilà. Et encore plus dans le tome 2, mais dans le tome 1, c'est un bon prémisse. Je commence à poser les questions et je réponds un peu plus dans le tome 2. C'est rigolo, ça me fait penser, alors cette petite partie de l'humanité qui aurait développé des technologies et qui serait partie de la tête, ça me fait penser à ce qui vient de se passer il y a quoi, 7 jours, là, les dossiers OVNI, etc., qui ont été déclassifiés aux États-Unis et où on va sans doute pas apprendre grand-chose, mais en tout cas, Je joue un peu, ouais, je joue un peu là-dessus, évidemment. Je m'amuse à mettre quelques références, puis à jouer de l'actualité, des fois très très récente. Donc effectivement, et si on découvrait des dossiers, pas forcément sur des ovnis, mais des hommes qui travaillent dans le secret, que ce soit le secret d'État ou des communautés, comme il en existe peut-être, qui essayent de... ou des énormes boîtes, ouais, Oui, oui, il y a toujours des projets qui sont pas dévoilés tant que c'est pas mature, que c'est pas farfelu ou qu'on n'a pas levé certains blocages. Hmm. Non, mais c'est pour ça que je disais, on est très ancré dans la réalité, sauf si on fait une science-fiction extrêmement, enfin, je dirais, quelque chose qui se passe dans des millénaires. Moi, ça se joue sur un siècle environ. Ok. Et on est, si on veut donner un peu la tonalité, on est vraiment dans de l'aventure, hein, Alors, le premier tome, on est quand même largement dans de l'aventure, mais c'est la trame de fond, hein, parce que c'est une question de survie. C'est vont-ils survivre et vont-ils trouver ce qu'ils cherchent? Maintenant, c'est parsemé
c'est parsemé un peu de prospective et un petit peu de questionnement intime sur ce qu'est l'humanité finalement quand il reste plus grand chose, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on veut garder. On fait le tri dans tout ce qui est superflu et peut-être qu'on perd un peu de son humanité. C'est des thèmes qui ont déjà été travaillés. J'essaie de les travailler d'une façon un peu plus actuelle avec sous le l'œil d'une intelligence artificielle qui a un rôle particulier dans le roman, encore une fois, qui est plus collaboratif qu'autre chose, mais qui a les clés d'un possible futur. Donc ça ajoute un peu de l'attention, enfin ça ajoute de l'attention dramatique. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé de, comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais, peut-être tout a été fait, mais ça fait rien. Il y a de nouveaux lecteurs qui viennent, et puis on est content des fois de retrouver des mondes familiers. Hein. Mais j'ai essayé de mettre de l'originalité. Donc le traitement de l'IA pas pessimiste et plutôt collaborative, mais quand même une force qui nous dépasse. Et puis un peu de l'écriture. J'ai essayé. Alors, l'écriture, elle est assez tendue, elle est très tournée vers l'action. Hein, je me lance pas dans des phrases avec de multiples subordonnés. Je trouve que c'est plus efficace pour mon univers. Ça correspond mieux à un milieu technologique. Et puis j'ai fait des essais d'écriture parce que finalement, je me suis dit, mais cette IA et d'autres personnages qui lui sont intimement liés, comment ils pourraient s'exprimer s'ils étaient, s'ils existaient et s'ils étaient très très avancés. Ouais, c'est Et intéressant, je ça me, c'est voilà. le style qui vient servir le propos Voi- et Oui, ça participe à l'immersion. Et puis, en tant que, alors c'est là où les mots ont commencé à devenir quelque chose d'intéressant à manipuler. Enfin, où l'écriture est devenue intéressante. Au début, j'ai plus aimé la construction d'un monde pour avoir l'impression de maîtriser quelque chose, de construire, et puis des choses un petit peu à mon idée, même si je n'écris pas quelque chose de tout rose. Mais l'écriture est venue à ce moment-là. Je me suis dit, mais il faut qu'il y ait des pointes ou une belle couleur un peu originale, qu'on se dise, bon, ben, il y a quelques inventions sympas, et puis il y a aussi cette histoire de langue. Je trouve que dans la SF, ça me permet de venir à ce sujet-là, dans la SF, il y a souvent des manques que l'on, à raison, hein, que l'on reproche. Les personnages pas très développés, bon, moi là, je vais pas faire mieux parce que c'est un récit qui est assez court. Euh, donc je m'étends pas tellement sur les personnages, je les montre plutôt dans l'action. Et puis il y a le style hein, qui est très orienté en général vers l'action. Donc moi j'ai voulu pas écrire de la belle langue, de belles phrases. Je pense que je suis pas capable, en tout cas pas aujourd'hui. Par contre, avoir un essai d'écriture, on se dit tiens c'est intéressant et ça me permet d'être plus immergé euh, et c'est cohérent avec l'univers. Voilà. Donc c'était quelque chose auquel je tenais. Moi, à chaque chapitre, je me dis qu'est-ce que je peux mettre pour qu'il y ait le chapitre ait une raison d'exister. Que ce soit pas un chapitre, même si c'est un chapitre de respiration pour reprendre un peu son souffle après des rebondissements, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Voilà, j'ai aussi écrit quelque chose que je voulais lire, que je trouvais pas souvent. Peut-être que je fouille pas dans les bonnes bibliothèques. Et puis aussi, euh, je voulais qu'il y ait un côté un peu page turner, voilà. donc ce livre, il a été publié en auto-édition donc en juillet 2025, Une autre humanité. Alors l'auto-édition qui est une manière de publier un roman qui n'est pas très bien considéré en France. Ça commence à changer un petit peu, mais on est quand même, on a toujours cette impression d'une édition un peu au rabais à la suite de dizaines de refus de maisons d'édition. Comment ça s'est passé dans ton cas à toi? Quel a été le cheminement pour arriver à cette publication? Alors on peut le dire hein, sur Amazon, je donnerai le lien également. En préparant un petit peu notre interview, en me disant, bon, ok, de quoi je pourrais parler, quelles questions on va me poser, j'essaie de refaire le cheminement. Alors, je sais plus dans le temps comment ça s'est passé, parce que j'ai eu l'idée, j'ai repris l'idée d'écrire, et puis je me suis posé ensuite la question de si je publie, par quel canal. Je pense que c'est venu assez tôt au moment où j'écrivais. Je pense que je commençais déjà à suivre sur les réseaux l'immense communauté des gens qui écrivent et dont une grosse partie est publiée via des plateformes auto-éditées en tout cas.
Et ça m'a semblé me correspondre. Comme je disais tout à l'heure, je voulais reprendre un peu le contrôle d'une partie de ma vie, hein. Bon, il faut bien faire bouillir la marmite, donc il faut garder une activité salariée, hein, sauf si on a la chance de, je sais pas, d'être entier ou déjà à la retraite. Mais je voulais, ça faisait pas, je voulais pas, je voulais que ça soit une expérience sympa, fun, que Mhm. si j'abandonne, au moins je me dis j'ai essayé, etc., mais que je sois pas retombé dans un truc qui me rappellerait un peu trop l'entreprise, les entreprises dans lesquelles je suis passé. Donc, quand je postulais pour des jobs, c'était le même problème. On envoyait son CV, c'est encore le cas, on envoie son CV, peut-être une lettre de motivation, je sais pas si c'est assez, et puis on attend. On n'a rien, ou on a des lettres polies de refus. Bon, bah, j'ai compris que les maisons d'édition, ça allait être ça, que ça allait être assez frustrant. Donc, moi, je me suis dit, ça correspond pas à ce que je veux faire tout de suite, je n'exclus rien, mais à ce moment-là, quand je vois les moyens, quand je vois l'immense communauté, l'entraide qu'on peut avoir, les conseils, les soutiens, les échanges intéressants, marrants, euh, et surtout les facilités, le contrôle que l'on a sur son travail, les délais. Hein, moi, j'ai publié en juillet. D'ici 2 mois, je publie le tome 2, donc moins d'un an plus tard, et j'ai lancé la traduction du tome 1 en anglais. Je veux dire, ça se passe pour qui et quand et dans quelle maison d'édition traditionnelle? Moins d'être tout de suite un énorme best-seller, personne va miser sur vous parce que c'est un investissement pour traduire, par exemple. Alors que moi, la SF, le marché de langue anglaise est plus important. La SF est plus populaire dans le monde anglo-saxon. C'est moins de niche. Donc, j'ai envie d'être lu, hein, je l'ai pas dit, mais une ambition, c'est j'ai envie d'être lu. Je voulais voir si j'arrivais au bout, mais enfin, euh, une fois que c'est fait, que c'est emballé, j'ai envie d'être lu. J'ai pas peur de pousser mon roman et de promouvoir. Donc l'auto-édition s'est imposé assez naturellement, peut-être comme une première étape vers une maison d'édition plus Mhm. traditionnelle. Je ne sais pas du tout à l'heure actuelle, mais pour l'instant, je pense moi, dans Est-ce qu'il n'y a pas l'auto-édition. un petit regret, peut-être que le mot est un peu trop fort, de ne pas voir la couverture d'une autre humanité au milieu des linéaires dans les librairies entre Margaret Atwood et Philip K. Dick et... Bah, je serais bien hypocrite et qui te dira non. Mais pour que ça arrive, voilà, il y a des, il y a pas mal, il se passe du temps, comme j'ai dit, il y a des embûches. Il y a autre chose. Si vous êtes dans les librairies, dans les bibliothèques, alors les bibliothèques, ça va dire un peu plus long, mais dans les librairies, qu'est-ce que c'est la durée de vie d'un roman? Moi, je continue de le pousser, il continue de s'écouler gentiment aujourd'hui. C'est à peu près 4 mois, ouais, la durée de vie d'un nouveau roman en librairie. Voilà, bon, moi je dirais qu'il a peut-être fallu ce temps-là pour que ça, à mon échelle modeste et d'auto-édition et de SF et en France, mais il a peut-être fallu 3 4 mois pour que ça commence à bouillir un peu plus. Voilà, qu'il passe du frémissement, non, on est dans un gros frémissement. Donc, en 4 mois, j'aurais peut-être même été retiré des étagères avant. Donc il y a ça. Mais oui, effectivement, il y a une fierté. Peut-être même qu'on se dit, ah, bah, je laisse une trace. Il y a tous ces petits trucs, mais enfin, moi, au début, c'était plus prosaïque, hein. Je suis quelqu'un d'assez rationnel, donc la SF aussi, ça me convenait. Ça me convenait bien. Et puis, dans l'auto-édition, il y a quelque chose que moi, je partage avec pas mal de gens. Il y en a d'autres pour lesquels c'est un vrai pensum, mais moi, je ne suis pas allergique aux réseaux sociaux, je ne suis pas allergique à faire de la promotion. Ça fait partie des choses qui m'intéressaient. J'étais peu sur les réseaux, bon, comme juste suiveur, lecteur. Et là, d'en être un peu un acteur, ça m'a beaucoup plu. Il faut se former. Bon, j'avais des notions de marketing, je viens d'un milieu business, donc voilà. Mais ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Créer un réel, le montage, ajouter une musique. Quand on fait un post, on partage d'autres choses que son roman. Il y a ses influences musicales, il peut y avoir son humour, sa façon de présenter les choses, son univers. Euh, et puis, ce travail que l'on fait soi-même, qui peut être compliqué, difficile, voire intimidant pour certains, il a quand même un intérêt, si ça vous plaît pas et que vous n'êtes pas à l'aise, c'est que ça vous fait réfléchir sur votre œuvre. Si je dis, tiens, après cette interview, ça fait longtemps que j'ai pas posté un extrait et que ça a plutôt une bonne réception, il faut que je cherche un extrait, lequel, le bon.
Est-ce que je l'aménage pas un petit peu, je fais pas un peu des coupes ou je le réécris un petit peu pour que ce soit plus instagrammable. Ça fait réfléchir à ce qu'on a écrit. On se dit ah c'est pas mal mon truc. Ou bien ouais non pas trop. On se replonge dans son écriture, dans son travail et c'est bon pour la suite. Hmm. Comme les échanges qu'on a, comme celui que j'ai en ce moment, que j'ai avec d'autres collègues ou simplement, enfin c'est pas simplement, ou avec des lecteurs, des chroniqueurs. Ça fait partie de tout ça, les rencontres. Hein. J'ai rencontré des auteurs de BD pour c'est un petit peu reniflé, pour voir si on avait euh, des compatibilités. Des gens avec qui tu échanges, qui te demandent des conseils, tu leur en demandes en retour, ils te donnent des tuyaux, ils te parlent d'un salon. Et puis je parle pas de tous les influenceurs qui te parlent de leur lecture et de leur technique. Voilà, il y a à prendre et à laisser. Non pas que ce soit mauvais, mais tout ne correspond pas à ton style et à ton écriture. Donc tout ça, moi, ça m'a beaucoup plu. Hein. J'ai un peu l'impression de commencer une deuxième vie. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait qu'une seule carrière pour moi qui était très classique. Je sais pas si je vais avoir une carrière dans la littérature, mais ça me plaît, ça m'ouvre à plein de choses. Je lis des choses que je ne lisais pas avant. Euh, j'ai parlé tout à l'heure de me remettre à la guitare. Quand je me suis remis bien à la guitare, j'écoutais pas la musique de la même façon. Hein, on rentre un peu dans la technique, donc on pose un regard différent. Ça peut enrichir notre regard. Donc sur la lecture, ça marche aussi bien que pour la guitare. C'est tout ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis quelqu'un de curieux hein, à la base. Donc tout ce qui me tombe sous la main, je jette un œil. Ouais, c'est vrai que de mettre les mains dans le cambouis modifie un petit peu la perception qu'on peut avoir des œuvres en général. Et c'est vrai que c'est très important de vraiment insister sur le fait que quand on est en auto-édition, le fait d'avoir publié le livre n'est pas l'aboutissement, c'est que la moitié du chemin et que derrière, tout le travail est encore très important. Même avant, faut arriver en départ lancé. Hein, sinon, il y a un gros temps mort et c'est un peu comme si vous vous retrouvez. J'aime bien les métaphores. Hein. C'est un peu comme si on se retrouve au milieu d'une côte et on n'est pas sur le bon braquet. Il va peut-être falloir poser le pied à terre ou alors se faire très mal pour démarrer. Donc, vous mieux y aller en départ lancé. On le sait aujourd'hui. Je veux dire, si on suit un peu les réseaux, les gens qui font leur retour d'expérience, on le sait qu'il faut partir lancer. Et puis, on parlait éventuellement de maisons d'édition plus tard. Les maisons d'édition, elles publient pas que sur l'intérêt, la qualité de votre texte. Hein. Oui, oui, il y a aussi la capacité de mobilisation que peut avoir l'auteur. En effet, c'est très important pour elle. Pour écrire donc une autre humanité, combien de temps ça t'a pris? Quel a été le processus? Est-ce que, comme certains auteurs, tu travaillais 12 heures par jour enfermé dans un sombre grenier à la lueur Non, non, euh, pas du tout. avec Non, non. ce whisky posé sur le côté Ah, le du bureau? whisky, ça pouvait, ouais. Ou le café, je suis plus café. Non, non, moi je voulais que ça reste fun. Ça reste fun. Donc si ça devient une contrainte comme rendre un PowerPoint pour le lendemain à son chef, hein, non, non. Alors là, non. En revanche, j'ai pris les choses sérieusement. Mais quand vous le choisissez, que c'est une contrainte choisie, ça n'a pas la même saveur, c'est pas la même difficulté. Donc, ça m'a pris, moi, j'ai dégagé un bon mi-temps par rapport au travail que j'avais avant. Donc, je travaillais le matin, je suis plus du matin, plus frais, puis comme ça, je gardais mes après-midi pour faire complètement autre chose si j'étais pas en mission. Donc, c'était toutes les matinées, assez tôt, une bonne matinée de 4-5 heures. Et alors le premier jet assumé que j'ai mis en bêta lecture, je pense 3-4 mois, en temps elapse, à raison une bonne demi-journée et à peu près tous les jours de la semaine, y compris samedi, dimanche, parce que c'était plaisant, hein, c'était pas une corvée. Alors il y a des gens qui vont se dire ah ouais quand même, ou alors mais qu'est-ce que c'est court. Je précise que moi mon roman c'est un roman court en standard, c'est entre 150 et 200 pages. Donc, c'est pas le pavé de 500 pages qui est une toute autre Hmm. histoire. Néanmoins, ça suppose qu'en fait, et c'est ce que je voulais, hein, j'avais des ambitions,
Mais je savais aussi que si je me lançais dans quelque chose de plus gros que moi, je risquais de m'arrêter peut-être. Donc c'est dommage je préfère faire quelque chose, voilà, je préfère commencer par quelque chose, aller de A à Z, quitte à ce que ça soit un peu plus modeste, donc là l'ambition en termes de pages, Mm. mais que j'aille au bout. Et puis aussi, ça m'a permis de passer, de repasser jusqu'à 15, 20 fois sur un chapitre. J'ai parlé des essais de langue que je faisais, c'était 15 ou, oui, oui, intégralement, parce qu'en fait, je faisais un essai de langue qui était un peu, aujourd'hui, aujourd'hui, on dirait, ah là, c'est un petit peu exigeant. Pas chiant, mais un peu exigeant. Mais les premiers jets c'était vachement hermétique. Donc, fallait que je repasse. En fait, c'est comme des tamis, hein. Je passe des tamis, je passe des tamis. Attends, non, mais là, on comprend toujours rien. Je laisse reposer, je reviens. Même moi, je comprends pas ce que j'ai écrit. Enfin, je sais, mais quand je lis, je vois que c'est pas ce que j'ai. Donc, 3 ou 4 mois, une demi-journée, mais c'est intense sur un texte qui est pas extrêmement long finalement, surtout dans le genre. Alors, la SF, c'est pas là qu'il y a le plus gros pavé, c'est plus en fantasy, mais quand même. Donc voilà mon processus. Et puis après, il y a presque autant de temps jusqu'à la publication parce que Oui, tu vous as eu m'avez de la pas dit. relecture, de la bêta-lecture, Alors, de il y a la ma relecture, correction. hein, moi je l'ai. Et puis, oui, parce que aussi on laisse passer du temps. Moi, je crois beaucoup à laisser reposer et d'essayer le plus possible de relire avec un œil neuf. Mm. Alors, on va pas le laisser 6 mois, mais ne serait-ce que minimum de 2 semaines. Et puis, on fait d'autres choses entre-temps. On lit d'autres choses. Plutôt, on va peut-être regarder plus des films. On fait carrément autre chose. On fait plus rien du tout de relatif à la lecture, à l'écriture, peut-être. Et puis après, il y a les bêta-lecteurs. Donc là, les bêta-lecteurs, euh, j'ai dû repasser peut-être 15 fois à nouveau sur certains chapitres. Voilà. Là, c'était assez clivant, c'était intéressant. Il y avait ceux qui avaient beaucoup aimé, même s'ils n'avaient pas tout compris. Et puis il y avait ceux qui avaient dit, j'ai dû m'accrocher. Alors, c'est pas pendant tout le bouquin, parce que sinon ça aurait été compliqué, même pour moi à écrire. Donc j'ai dû affiner ça pour le rendre tout en restant immersif dans ces passages, les rendre plus faciles à lire, ou en tout cas si on ne comprenait pas tout, c'était pas un blocage, on pouvait avancer. Mm. Ça c'est important. C'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs d'ailleurs qui font ça, hein, qui disent bon, je verrai plus tard, je comprendrai plus tard. Mm. Faut pas trop pousser, hein, je pense. J'ai évoqué un peu la RDSF. Moi, ce que j'aime pas dans la RDSF, si c'est trop scientifique, ça me gêne pas à la limite. Mais par contre, la RDSF, ça a tendance à faire beaucoup de ce qu'on appelle d'infodump. Hein. Je te balance les personnages, des néologismes, des éléments d'univers. Je les contextualise pas trop. C'est un peu au lecteur de rassembler les pièces du puzzle au fur et à mesure. Ça marche, il y en a qui aiment. Moi, j'aime pas. Et je me mets dans la peau d'un lecteur comme moi qui veut un peu de mystère et se laisser surprendre et refaire un petit peu des bouts de l'histoire, mais quand même pas trop. Donc voilà, donc je dirais 3, 4 mois d'un premier jet, 3, 4 mois de relecture, mais bon, il y a des temps un peu morts, hein. Il y a aussi la correction, la mise en page, Aïe. l'auto-édition. Le moindre argument, le moindre prétexte sera bon pour vous dégommer. Et voilà, encore une coquille, c'est normal, c'est un auto-édité. Moi, je voulais pas de ça. Je voulais pas de ça. Alors bon, soit dit en passant, en maison d'édition, ça peut arriver, mais ils ont quand même les moyens, ils font quand même très attention. Mais c'est pas compliqué en tant qu'auto-édité de quand même blinder certaines choses. Une petite coquille, bon, ça devrait pas arriver, mais ça se peut, ça se peut. Bon, voilà, mais ça, c'est important. Il faut que ça fasse pro pour que vous n'attiriez pas de ce genre de critique, parce que ça se trouve, le texte est bon, voilà, je parle d'une façon générale, l'histoire est bonne, il y a des imperfections, ok, mais bon, s'il y a s'il y a des imperfections de forme, vous risquez de perdre tout de suite des lecteurs. Et puis, bon, il faut avouer que parfois, quand c'est très très mal fait, la lecture peut être franchement pénible, hein. C'est comme Oui, des oui. fausses notes dans une mélodie, hein. On les entend si on a un peu d'oreille. Dans les éléments extrêmement importants, alors que ce soit en librairie ou en digital, il y a évidemment le titre et la couverture. Quel a été le processus pour en arriver à une autre humanité et à cette couverture qu'on voit qui est assez alléchante? Il y a le côté aventure je trouve, qui Mhm. transparaît Mhm. bien. Le titre, je pense qu'il est venu très tôt parce que j'avais l'idée de cette évolution de l'humanité.
Donc le titre a dû venir assez tôt. La difficulté que j'ai eue à des moments, c'est d'essayer de pas écrire en fonction du titre. Ça, c'est un piège des fois. Hein. Euh, on veut que le lecteur, on peut vouloir que le lecteur se dise ah ouais, une autre humanité, le titre est bien choisi. Ah, attention, hein, le titre il devrait venir après, mais bon là il est venu, il s'est un petit peu imposé. Je trouvais qu'il était un peu mystérieux, je trouvais qu'il claquait pas mal. J'ai regardé s'il n'était pas trop utilisé. Je me suis dit, il doit être vachement utilisé, une autre ceci ou humanité cela. Finalement, non. Mais j'ai fait quand même pas mal d'essais. Je l'ai challengé moi-même, les bêta-lecteurs. J'ai fait des petits jeux de brainstorming. Hein, il y a des petits outils comme ça. Et la couverture, ça a été, c'était complètement nouveau. Ça a été fun. Alors moi, je l'avoue, là, je l'ai faite avec enfin, je l'avoue, ça peut, des yeux aguerris peuvent le voir, mais j'ai une bonne réception de la couverture, mais c'est fait avec une IA, hein. C'est fait avec DALL-E, qui est l'IA qui fabrique des images dans ChatGPT. Alors là, comme c'était il y a un an, c'était galère, parce que aujourd'hui, j'ai pas encore attaqué ma couve de deuxième tome. Peut-être d'ailleurs je la ferai pas par IA, mais le problème que j'aurai, c'est de rester cohérent. Il faut que je trouve quelqu'un qui reste dans ce thème. Voilà, hein, les illustrateurs, ils aiment bien aussi quand même garder un peu leur liberté. C'était galère il y a un an. Hein. Tu faisais un prompt, tu avais un résultat, fallait regarder dans les angles s'il y avait pas un truc bizarroïde. Et puis Mhm. si tu disais corrige-moi ça, alors là c'était foutu, tu avais tout perdu. Je sais pas combien d'itérations j'ai faites. J'ai des projets, quand je les regarde, je rigole. Il y en a que j'utilise en poste, c'est marrant. Faut pas avoir peur un peu de se tourner en dérision. Mais la couverture, oui, je voulais, voilà, comme je l'ai dit, mon tome 1, c'est d'abord Space Opera. Donc si tu dis que c'est aventure, tu le vis comme ça, c'est là, il y a quelque chose que j'ai atteint qui est bien. Hein. Mhm. Et puis, pas mal de gens m'ont dit, ta couverture, elle est assez waouh quand même. Il y a un effet waouh. Hein. Elle claque bien les couleurs. Il y a une espèce de, ouais, il y a un côté un peu épique, on le sent. Donc, je suis content du résultat. Je voulais glisser des petites intuitions, quelque chose qui fasse écho au titre. Et puis que le lecteur qui, dans le rayonnage virtuel d'Amazon, voit la couverture, lise le pitch, fasse un petit peu un lien, se dise tiens, il y a une cohérence, il y a un univers. Je pense qu'un lecteur d'imaginaire en général, il veut savoir un petit peu à quoi il aura affaire. Voilà. Après, ça me permet de dire que j'ai des lecteurs qui ont dit mais j'étais un peu perturbé parce qu'il y a du space opéra, mais il y a quand même pas mal d'introspection, il y a cette IA, des fois ça devient très intime, très presque vase clos quand il y a cette interaction humain-IA. Plus rien n'existe autour, c'est deux pensées qui se parlent. Alors le tome 1, c'est peut-être 10%. Tome 2, ça sera un petit peu plus. Mais j'ai voulu mettre ça un petit peu avec cette figure qui arrive par la droite, qui se matérialise, qui a l'air plus grande que les humains, peut-être plus grand que l'humanité, et on sent que c'est une création. Donc voilà, il y a un travail, je dirais, artistique. On se bat avec les outils, on fait avec les moyens qu'on a, qui au début, voilà, sont modestes. Hein. Bon, moi, j'investis un peu plus dans la pub, donc pour tenir un budget, j'ai dû faire des choix. Donc c'était la pub plutôt qu'investir dans une illustration. Voilà le travail que j'ai eu sur le titre et la couverture. On se pose plein de questions qu'on se posait pas avant. Je dois dire que là, mon métier m'a aidé. Mon métier d'avant, faut que je continue un peu. Là, j'avais un côté chef de projet. On se pose des questions de fabrication, de logique. J'écris, je me retrouve à faire des réseaux, je me retrouve à imaginer une couverture, à manipuler des outils digitaux, à me renseigner auprès de gens qui ont fait ça avant moi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Tout ça, ça fait partie de l'univers de l'auto-édité. Il y a des gens aussi qui vont vers l'auto-édition parce qu'il y a toutes ces palettes. Ils veulent être autonomes, mais ils n'ont pas peur. Et même, ils ont envie de tester tous ces outils, de pouvoir activer eux-mêmes tous ces leviers. Il y a un côté, pour des gens qui n'ont pas trop cette acuité, cette appétence, il y a un côté qui peut être très vertigineux. Par contre, pour ceux qui aiment surfer tous ces outils, sur l'aspect communication et l'aspect projet général, gestion d'activités un peu cloisonnées qui se rejoignent pour arriver à un objectif commun, ça c'est passionnant, ouais, tout à fait. Après, on peut choisir de faire simple. Hein. Un post sur Instagram, ça peut être une vignette, ça peut être la couverture de votre roman, mais vous pouvez l'amener avec un clin d'œil, un truc fun qui va tout changer. Ça va pas être juste, hop, ma salade. C'est pas toujours très compliqué, mais
mais pour moi, ça faisait partie du fun, mais j'étais conscient que c'était un... bon, l'auto-édition, c'est quand même un peu plus un marathon, hein. Comme j'ai dit, moi, 3 4 mois, une fois que c'était publié, avant que j'ai un... je passe à un autre palier de lectorat en termes de volume. Donc c'est un travail de longue haleine, donc il faut en garder sous la botte, hein. Donc ça, j'en étais conscient, mais c'est vrai que bah, comme tout le monde, hein, il y a des jours où j'ai des petits coups, je poste pas, ou l'écriture. Non, l'écriture, ça va, et j'ai toujours envie d'inventer. Peut-être l'écriture elle-même, des fois, j'ai un petit coup de mou, mais alors inventer, ce serait plutôt le problème. J'ai des carnets où je note plein de trucs, et d'ailleurs, je perds les carnets où je remets pas le nez dedans, donc il y a peut-être bonnes idées que je vais même pas fouiller. C'est pas facile, mais si on le prend du bon côté, on se donne le temps, on sait un petit peu à l'avance où on va. Je pense qu'il y a moins de frustration, moins de déception. Bon, quand je vois des gens qui ont écrit quelque chose et qui se posent la question de alors maison d'édition auto-éditée, c'est pas trop tard, mais ce serait bien d'y penser un peu au début, surtout que maintenant, franchement, à moins de vivre dans une grotte, il y a l'information partout. Et d'ailleurs, pour en revenir aux commentaires, il est plutôt bien reçu sur Amazon, d'après ce que j'ai Oui, pu aller oui, voir. J'ai un oui. peu fouiné. Est-ce qu'il y a un retour de lecteur qui t'a particulièrement plu, qui t'a dit, ah oui, ça a valu le coup, tout ça, tout ce travail? Il y en a plein. Bah, il y a celui qui est super enthousiaste, bah, surtout quand c'est. Je me souviens de mon premier SP, euh, la personne m'a proposé, hein, je suis même pas allé la chercher, on apprécie ce qu'on faisait, là, je la nomme, hein, c'est Véronique Vauclair. Il était très enthousiaste, donc là, vous prenez d'abord le côté, le lecteur qui a trouvé ça super. Puis après, la chronique montre que le bouquin a été lu et compris comme on avait envie de le faire passer. Après, si quelqu'un aime et comprend d'autres choses, c'est bien aussi. Moi, je j'explique pas tout, hein, je laisse une grosse part d'interprétation. D'ailleurs, moi-même, j'ai pas les réponses à tout, hein. Je me souviens d'un lecteur qui m'avait dit, mais finalement, comment ils font? Je dis, ben, je sais pas. Je sais pas, mais est-ce que ça t'a gêné? Non, mais bon, ça m'aurait intéressé de savoir. Je dis, bah écoute, je sais pas, on peut imaginer que, bref, ou peut-être dans le deuxième tome, on verra. Mais donc les chroniques, oui, il y a des chroniques où ce qui m'a touché, notamment, c'est le, le, le travail et le soin dans la chronique, Hmm. c'est-à-dire dans le... D'abord, j'ai senti une lecture qui avait été attentive, et même à certains détails, et puis la chronique soignée derrière, c'est-à-dire euh, juste dire ce que la personne avait moins aimé, sans parler de faiblesse, mais avait moins aimé, le côté un peu protéiforme qui avait un peu déstabilisé, mais le poste, la chronique était très soignée. Mais ça, j'ai beaucoup aimé parce que quand j'ai lu, je me suis dit quelqu'un qui a lu, qui est rentré, donc ça veut dire que ça lui a plu, elle a été immergée. Alors c'est des gens qui lisent, qui ont une certaine habitude, puis qui ont ils créent des contenus et ils sont professionnels. Mais de se dire ah mais c'est exactement ça que j'ai voulu faire passer, etc. Là, il y a un truc super satisfaisant. Je pense que tous les auteurs comprennent ce que je veux dire. Et même un lecteur, quand on est lecteur soi-même et qu'on lit quelque chose, alors moi c'est de la science-fiction, le parallèle s'arrête là, mais ça t'est pas arrivé de prendre un bouquin, tu lis un truc et tu dis mais c'est exactement ce que j'éprouve, ce que je pense. Voilà. Bon, moi, c'est de la science-fiction, donc si des gens s'identifient, c'est possible. Hein, les héros sont humains, de chair avec leurs faiblesses, mais enfin, c'est quand même plus imaginaire. Donc oui, des chroniques comme ça, c'est celles qui m'ont plus touché. Et ceux de personnes qui ne lisaient pas ou peu de SF et qui ont été intéressés par. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, écoute, ton poste là, il m'a vraiment intrigué. Donc je me suis dit, tant qu'à essayer de la SF, pourquoi pas avec ton roman qui a l'air abordable. En plus, je fais un peu de com autour du fait que ça doit rester abordable. Et donc là, les gens ont vraiment aimé. Donc je me suis dit là aussi un point sur lequel je m'étais attaché que, que, que j'ai dû réussir. Voilà. Oh, ça plaira pas à tout le monde ou tout le monde ne verra pas l'intention telle qu'on a voulu la décrire. C'est normal. C'est complètement normal. Moi, je suis lecteur avant d'être écrivain, auteur. Je passe complètement à côté de bouquins parfois, ou d'un film, ou d'une chanson. Ça arrive.
Alors, c'est pas toujours la faute au choix des mots, au style, hein, c'est pas forcément. Le lecteur, il lit à un moment donné, dans le métro, dans son lit, alors qu'il est un peu fatigué, distrait par je sais pas quoi. C'est pas la lecture qu'il lui fallait à ce moment-là. Moi, je sais Oui, que si je lis un truc plus profond, a priori plus profond, je vais éviter de le lire dans le métro après une longue journée, par et, exemple. et puis ça dépend aussi les moments dans sa vie. Il y a des Oui, oui, romans, oui, oui. je Mm. sais pas, je pense à L'étranger par exemple, que j'ai lu, j'avais peut-être 20 ans, même pas 20 ans, j'avais détesté ce roman, et je l'ai relu plus récemment et j'ai eu un œil tout à fait Bien différent dessus. sûr. Donc ça Bien dépend sûr. aussi son évolution personnelle, oui. Non, mais il y a des livres, il faut avoir une maturité, pas une maturité, comment dire, intellectuelle pour mieux comprendre les choses, mais avoir un peu de vécu. Mm. Moi, il y a un des bouquins que j'ai beaucoup aimé récemment, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation. C'est-à-dire, tu lis 2 pages et puis tu t'arrêtes, et puis tu regardes au plafond par la fenêtre. Là, les mots sont encore là, là. Un peu comme Mozart disait, ou non, quelqu'un disait, après une symphonie de Beethoven ou de Mozart, le silence est toujours de Mozart ou de Beethoven. C'est vachement beau. Et dans la lecture, c'est pareil. Et c'est les années dernières d'Annie Ernaux. C'est pas. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai lu presque d'un trait. Et je pense qu'à 20 ans, ça aurait pas eu du tout le même écho. Parce que les années, comme son nom l'indique, elles passent en revue sa vie à travers des images, des informations de son époque, etc. Et elle nous renvoie au visage un vécu. Quand on a 20 ans, ça parle pas de la même façon que quand on a un peu plus de 50. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a des temps. Ça doit correspondre à, si ce n'est un moment de la vie, un moment de la journée ou d'une période brève. Moi, je crois beaucoup à ça. Sinon, c'est dommage, on passe à côté de choses. Hein. Il y a des livres que j'ai recommencé 2, 3 fois. Je savais que j'avais quelque chose de bien entre les mains, mais c'était vraiment pas le bon moment. Je pourrais citer Houellebecq, Les particules élémentaires. Il y a un petit peu de SF humoristique ou décalé, les Mars Attacks, ce genre de choses. Mais c'est vrai que globalement, c'est quand même un genre assez sérieux où, où on rigole pas des masses, quoi. Je pense que celui qui a envie, ou celle qui a envie d'écrire de la SF, il y a une réaction au monde actuel. Hein. Je le disais tout à l'heure, c'est pas tant de prédire ou imaginer, on va dire, parce que prédire, c'est balèze, que critiquer ou analyser le présent. Bon, malheureusement, ce à quoi on est soumis toute la journée, alors évidemment, heureusement qu'on a sa vie personnelle, ses amis, etc., etc., mais si on prend les médias eux-mêmes, ils jouent plutôt sur une fibre critique, négative, pessimiste. Donc on doit être également influencé par ça. Et je pense que quelqu'un qui veut écrire de la science-fiction, il a envie d'analyser et un peu de critiquer le présent avant de dire dans le futur, j'imagine quelque chose qui peut être mieux. Mais il faut passer par une phase post-apo, dystopique. Mais ça change, ça change. Par contre, ça, là, ce que tu dis, il me semble, moi, quand je dis de la SF, j'en ai peut-être plus d'auteurs enfin, auteurs anglo-saxons ou non français, non francophones, et j'essaye de les lire plutôt dans leur langue natale. Comme je le disais, les Anglais ou les anglophones, on va dire, ou même ailleurs que dans le monde anglophone, d'ailleurs qu'en France, la SF, c'est beaucoup de sous-genres, et c'est beaucoup plus fun, c'est moins décomplexé, plus décomplexé, pardon. Euh, c'est moins niche, c'est moins intello que voilà. Il y a par exemple, voilà, il y a en anglais c'est le Hitchhiker's Guide to the Galaxy là, qui est un truc très connu, hein, le guide du routard intergalactique. Hein. En français, ça doit être plus ou moins ça. C'est très humoristique. En imaginaire, il y a Terry Pratchett hein, qui fait beaucoup d'humour. C'est vraiment hilarant et parfois on oublie qu'on est dans l'imaginaire. Mais je pense qu'en France, on est un peu puriste, hein, on a un côté un peu intello puriste. Si je fais de la SF, ça doit être dark, doit y avoir des robots. Et en fait, plein de gens n'y viennent pas parce que ils craignent de trouver ça. Et il faut dire qu'il y en a encore beaucoup. Donc moi, j'essaie de battre un peu contre ces a priori, où je vais chercher un lectorat qui est beaucoup plus open. Il y a, euh, il y a du, bon voilà, il y a il y a de l'humour, il y a des littératures du type
par exemple, il y a un sous-genre, j'ai été étonné, il y a un gros sous-genre dans le monde anglo-saxon qui est science-fiction militaire. En gros, tu prends le Alien 2 là, et puis tu sais, ça défouraille dans tous les sens là avec ce commando pour chasser les vilaines bêtes. Ça va être ça, quoi. Donc ça va être beaucoup de ce qu'on appelle littérature RPG. Donc c'est du côté du héros en mode un peu Berserk ou comment ça s'appelait Doom là. Hmm. Et puis les gens progressent dans un univers peuplé de très hostile. Donc il y a ce genre-là, et il y en a plein et comme ça. Et voilà, il y a de l'optimiste, il y a du très nature, il y a du focalisé sur le climat. C'est beaucoup plus varié. En France, ça bouge, hein, je pense que ça bouge, parce qu'il y a des jeunes auteurs. Moi, j'avoue que je suis resté un peu plus classique dans les thèmes, mais j'ai essayé d'un petit peu les renouveler, voilà, un peu par l'écriture, un petit peu par l'image de l'IA trop présente, trop puissante. Moi, je décris une IA qui est un peu ça, mais qui est différente, qui est Je- je- différente. Ouais. j'ai souri tout à l'heure, je reviens là-dessus parce que tu reparles de cette IA. Quand tu parlais de ta couverture et de cette lueur, entité qui arrivait de la droite, tout ça, Oui. je pensais au tableau de Michel-Ange avec le doigt de Dieu là et ça me faisait penser à ça. Est-ce que euh, Mais tu crois pas si bien dire, hein, je c'est t'interromps, tu crois pas si bien dire. À un moment, quand tu brainstormes, faut lâcher les élastiques. Et à un moment, j'étais dans un délire l'humain qui crée la machine. En fait, le tableau dont tu parles, c'est pas on dit que c'est pas forcément la création de l'humain, on dit que c'est la transmission de l'intelligence dans les dernières Hmm, théories. hmm. Parce que l'espèce de, l'espèce de cap a la forme d'un cerveau. Donc il y a des gens qui ont élaboré là-dessus, hein, avant même le doigt tendu vers l'homme. Oui, bah c'est marrant parce que j'ai déliré un peu là-dessus. Je me suis dit non, quand même là, c'est pas subtil. À mon goût, c'est trop exploité. Ça a déjà beaucoup été fait. C'est saoulant à vrai dire. Et l'IA, enfin, le délire Terminator, Skynet, l'IA qui fait tout. Évidemment, je peux pas l'éviter, hein, je peux pas l'éviter, mais j'essaye de, voilà, rapidement je le range. Ok, t'auras jamais le dessus sur une IA du point de vue de la rationalité, parce que l'IA, c'est des algorithmes, c'est froid, c'est très puissant, capacité de calcul, pas d'émotion, voilà. Donc sur tout ce qui est très pragmatique, c'est pas la peine de lutter. Donc, je veux dire, mais je l'ai vite rangé pour passer à autre chose. Parce que cette autre humanité, ben finalement, est-ce que c'est d'autres humains? Est-ce que c'est, comme tu avais l'air de le dire, une autre humanité qui n'est pas vraiment une humanité? Est-ce que c'est une IA? Je ne sais pas, peut-être. Pour avoir une idée, donner une petite idée aux gens comme ça et aux potentiels auteurs, c'est combien d'exemplaires écoulés en 6 mois là? Alors, moi, ça vaut ce que ça vaut, hein. Chez moi tout seul, SF en France, à ce jour, ça doit être un petit peu plus de 300 unités vendues, 40% e-book, 40% broché et 20% c'est de l'abonnement Kindle. Hmm. Hein, donc des gens qui ont un abonnement et qui, avec leur tablette, papillonnent ou vont vers les genres qui leur plaisent. Donc ça, c'est assez substantiel. Donc moi, je suis assez satisfait. J'avais pas vraiment de prévision au début. Ça ne s'arrête, c'est pas fini, hein. Je pense que le tome 2 va un petit peu relancer la machine du tome 1, c'est évident. Avec les informations qu'on peut trouver, les gens qui dévoilent leurs chiffres, etc., je suis pas mécontent. Je pense que c'est honnête, plus qu'honnête. Ça fait partie des choses qui clairement m'ont donné envie de continuer. Et je vois que j'ai un petit following euh, de certains fidèles qui ont l'air de trouver. Alors, ils n'ont pas forcément lu mon bouquin, je ne sais pas, hein, je peux pas identifier tout le monde, mais qui ont l'air de trouver mon univers intéressant. Voilà, j'essaie de pas de poster purement que sur mon bouquin, sur mes influences, des fois un petit décalage. Je relais, on me relaie. Mais voilà, ouais, 300 unités environ. S'il n'y avait pas eu de la communication, il est clair que ça serait resté. J'aurais à peine décollé du sol. La publicité, puisqu'on est un peu sur le, voilà, parlons chiffres, parlons concret. La publicité, ça peut, euh, ça représente en moyenne, ça m'amène quand même la publicité sur Amazon, Amazon Ads, ça m'amène un
gros 15% de ventes. C'est-à-dire des gens qui tapent un mot-clé, science-fiction, science-fiction française, ou qui cherchent, je sais pas moi, un bouquin d'un auteur connexe, et puis mon roman apparaît parce que je l'ai sponsorisé et que le mot-clé correspond. C'est un bon 15%. Voilà, donc il y a aussi ça pour les gens qui vont se dire ah ouais mais moi je peux pas courir les salons, j'ai un job, je veux pas que ça me coûte trop. Une poignée d'euros par jour sur Amazon Ads, ça peut marcher. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, il a fallu que je trouve les bons mots-clés, etc. Il faut laisser l'algorithme Amazon comprendre. Voilà, il faut qu'il y ait une cohérence. Le titre, le pitch, la biographie. Si ça part dans tous les sens, je pense que l'algorithme, il a du mal à vous classer. Je veux dire, soyons concrets, hein. On a parlé d'Instagram, c'est un algorithme. On parle d'Amazon pour pousser votre roman, s'il est sponsorisé, c'est un algorithme. Si vous avez un titre qui fait dark romance et que vous avez un pitch qui est complètement IA, il y aura un problème au niveau de l'algo, où la personne qui va chercher une dark romance va regarder un minimum votre pitch, va dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà, je caricature. Mais ça fait partie des choses auxquelles il faut un peu penser. C'est pas super compliqué, étant donné que beaucoup de gens vous expliqueront ça, on le trouve dans des vidéos très simples, etc. Et même Amazon Ads fait un petit didacticiel là-dessus. Donc voilà, si ça pouvait en convaincre certains de passer à l'action parce que ils se disent jamais une maison d'édition voudra. D'abord, ça coûte rien de tenter, mais sinon il y a l'auto-édition qui est pas, pour moi, c'était pas un plan B. Hein. C'était pas un plan B. Je pense que les gens l'ont compris. Et pour beaucoup de gens, c'est pas un plan B. Ça peut être une étape avant ou jamais. Il y a même des auteurs qui sont en modèle hybride. Mhm. Maison d'édition et plateforme. Même des auteurs très connus qui ont commencé e-book, sont passés en maison d'édition, mais ont gardé des droits sur certaines choses. C'est très intelligent. Les maisons d'édition ne sont pas intéressées par vendre de l'e-book. Ça rapporte rien pour elles. Il vaut mieux vendre un roman broché, soit dit en passant, en 20-25 euros. Et donc l'auteur a gardé les droits sur l'e-book ou sur l'international. Donc c'est pas binaire, hein, c'est pas maison d'édition super, auto-édition caca, mauvaise qualité. Non. Évidemment, dans l'auto-édition, on va trouver beaucoup plus de publications chaque jour, et donc il y aura sans doute un peu plus à trier le bon grain de livret. Pour autant, ça n'enlève pas, je pense, le professionnalisme et la qualité d'une grosse partie de l'auto-édition. C'est une pure hypothèse que je formule. Moi, je lis des auto-édités. C'est une pure hypothèse que je formule parce que je peux pas, j'ai pas les statistiques pour dire, et mon expérience personnelle est pas pertinente. Mais il n'y a pas de raison. Même si on trouvera que telle lecture, elle est pas fantastique. Oui, mais enfin, on lit, on parlait des moments de vie, de lecture, mais il y a aussi des lectures, moi, j'aime bien le vin. Je bois pas tous les jours des grands crus. Si je vais pique-niquer ou que un ami passe et qu'on va saucissonner, j'ouvre un Beaujolais, hein, j'ouvre pas un Pétrus. Bon, ben, si je suis au bord de la piscine, qu'il y a du bruit, que le bouquin risque d'être de prendre la flotte et tout, j'y vais avec mon vieux brochet qui a fait la guerre et je vais lire un truc plus à la cool. Faut pas être snob. Il y a un snobisme vis-à-vis de l'auto-édition. Oui, et de la littérature en général, complètement, hein. Il y a les romans de gare sont Ouais. mal considérés, certains genres sont mal considérés. Bon. On pourra jamais complètement l'éteindre, on pourra pas l'éviter, donc faut faire avec. Euh, Beaucoup de gens ne savent pas de quoi ils parlent, donc je les invite à essayer de la SF. Je parle pas que de mon roman, hein, qui, j'espère que vous l'aurez compris, est quand même est abordable, peut être un bon test pour quelqu'un qui, voilà, veut dire mais qu'est-ce que c'est finalement la SF? Parce que pour moi c'est des petits bonhommes verts ou c'est Star Wars, qui n'est pas de la SF exactement, hein, c'est de la science fantasy. Et essayer des auto-édités parce que vous allez avoir peut-être des expériences plus originales, alors peut-être déjantées et des fois un peu bancales, mais autre métaphore, qu'est-ce qui fait le charme d'une personne, qu'est-ce qui fait sa beauté, c'est pas forcément la perfection, hein. C'est le nez un peu comme ci, une petite cicatrice comme ça, voilà. Moi j'aime les choses qui ont de la saveur. Je préfère un Beaujolais avec son petit défaut, je sais pas, moi, un petit peu, voilà, qui est bio et qui est un peu, qui a un nez un peu pas très net au début, plutôt que le grand cru de concours, 100 sur 100 au guide par cœur, patati patata. Donc,
tentez le coup, surtout qu'en plus, la majorité en e-book, on pratique des petits prix. Vous les avez dans les abos Kindle. C'est l'occasion, hein. C'est l'occasion et vous pouvez vous trouver un genre qui va vous plaire. Tu aurais des références ou des conseils ou l'envie de partager que ce soit du roman, même de la musique ou de la BD. Ben, moi, à l'origine, je suis un lecteur. J'aime beaucoup la littérature classique. Moi, la SF, que ça soit de la BD, que ça soit du roman, c'est 20% de mes lectures. Je lis un peu de fantasy, je lis un petit peu de polar, pas beaucoup, de la littérature classique. Donc, j'ai parlé des années d'Annie Ernaux. Je lis un peu de poésie. Parfois, je reprends un peu de poésie. Donc, très varié parce que moi, j'estime qu'il faut pas. Moi, je veux pas m'enfermer. Je suis curieux, donc je le fais assez naturellement. Et puis, je pense que ça nourrit, ça continuera de nourrir mon imagination et peut-être un peu mon style, ou en tout cas ma maîtrise de la langue. Je vais être un peu prétentieux. Je vais pas dire mon style, hein, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, des années, je pense. C'est pas inné, hein, c'est pas inné, je pense. Je crois pas à ça. Et donc mes lectures, ben voilà, donc j'ai cité un peu de littérature, on va dire un peu plus classique, conventionnelle. En SF, j'aime bien les classiques SF d'une certaine époque. Moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Arthur C. Clarke, hein, qui est notamment celui qui a écrit avant qu'il y ait le film. Enfin, il a collaboré au film aussi, 2001 l'Odyssée. Mais un que j'aime particulièrement, c'est Les Enfants d'Icare, où il imagine une interaction entre des extraterrestres ultra avancés et des humains évidemment perdus dans leurs problèmes de tous les jours ou dans leurs conflits. Donc, ce qui est intéressant avec cet auteur, c'est que c'était un ingénieur à l'origine et un inventeur quelque part, et il a prédit beaucoup de choses il faisait vraiment de la prospective. Et ce que j'aime bien en plus, c'est que son écriture, alors aujourd'hui, il y a des trucs qui sont un peu kitsch, hein, mais c'est normal, hein, ça fait 40, 50 ans, 30 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'il est décédé, fin des années 90, il me semble. Mais c'est quelqu'un il y a des choses, on lui doit certaines inventions très pratiques, je ne sais plus lesquelles. Alors pas dans la vie de tous les jours, mais je crois que sur la communication satellitaire. Et puis j'ai vu une interview il y a pas longtemps où il était au milieu d'une salle d'ordinateur dans les années 80 ou 70, là, donc hein, les gros serveurs qui clignotent, un peu comme dans les films des années 90, et où il était interviewé et il était en train d'expliquer, j'ai regardé plusieurs fois à quelle date il parlait. Il parlait en gros de la mobilité dans le monde digital d'aujourd'hui. Il était déjà en train d'expliquer qu'on se promènerait avec quelque chose qui tiendrait dans la main pour être connecté aux autres et même à des bases de données, etc. C'est dingue d'écrire ça dans les années 80. Alors, faut vraiment, alors peut-être pour lui, c'était assez évident parce qu'il plongeait là-dedans, mais bon, bref. Donc, il y a cet aspect un peu techno, mais il n'est pas trop lourd. Il y a quand même une langue, il y a un univers cosmique. Voilà, il y a ce mélange que j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est cyber. C'est très, très graphique, c'est très graphique au sens cinématographique, hein. Neuromancien ou Neuromancer en anglais, de William Gibson. J'aime bien, même si la lecture n'a pas été un super kiff, parce que c'est pas évident de le suivre. En revanche, l'univers qu'il a créé, il est splendide. Donc j'aime bien des choses comme ça. En dessin animé, son pendant, en animé, ça serait Cyberpunk 2077, hein, avec là un post-humanisme poussé à son extrême, avec des humains qui ont plus grand chose de corporellement humain, ils sont tous améliorés. Ouais, l'animation est folle, c'est assez violent quand même. En BD, moi je suis un grand fan de. Alors moi quand je prends une BD, il faut qu'il y ait un dessin, un beau dessin, une patte, pas juste une histoire, qui ait pas trop de mots, hein. Une bande dessinée, c'est dessiné d'abord. Donc moi j'aime beaucoup. Plus bon, Bilal, il fait de la science-fiction, Enki Bilal. Donc là, récemment, j'ai terminé le top 4 de la série Bug, hein, sur l'histoire de donc, un bug mondial, l'Internet crash et on est privé de tout ce qui est connectique, data, etc. C'est assez intéressant parce que ça fait un peu écho à Arthur C. Clarke, parce qu'au bout d'un moment, la technologie, avec Bilal, ça devient mystique. Et c'est ce que disait Arthur C. Clarke, qui disait, au bout d'un moment, la technologie, c'est tellement extraordinaire que ça s'apparente à de la magie. J'aime aussi beaucoup Mathieu Bablé. Là, j'ai dans la palle, je l'ai remonté en haut là, le dernier, Silent Jenny, mais avant ça, j'ai lu Carbone et Silicium et Shangri-La. Donc lui, il a vraiment un univers, il a une patte, un dessin qui est noir, mais Carbone et Silicium
je trouve, est assez poétique et alors, je me souviens plus très bien si c'est super optimiste, mais c'est plus poétique. Shangri-La, c'est très dur. Hein, ça. Shangri-La, c'est très dur, mais alors il y a un style. C'est quelqu'un vraiment qui sait dessiner, qui a trouvé sa voie. Euh, Parmi les Français, quand même, en littérature, bon, moi, je suis un fan de la première heure de Pierre Bordage, hein, les premiers, Wang, Les Guerriers du Silence. Je suis un peu moins fan de ce qu'il a fait sur la fin, mais c'est des choses dont je me souviens encore, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais passé à des amis à l'époque qui lisaient ni de SF ni de fantasy, et ça a fait le tour, à l'époque, j'étais au lycée peut-être, de toute ma classe. D'ailleurs, je ne l'ai jamais récupéré. Euh, et puis, sinon, là, en ce moment, je lis de la fantasy. Alors, c'est en anglais, ça s'appelle The Final Strife de Sarah El Arifi. C'est très bien construit en termes de monde, avec des références à l'Orient et à l'Afrique. Bon, je suis au début, dans les 20 premiers pourcents. C'est original, c'est fluide. Il y a beaucoup d'échos. Alors déjà, voilà, il y a cette influence orientale et africaine hein, moi je connais pas beaucoup hein, dans la fantasy, encore moins dans la SF, même si je comprends il y a un mouvement, notamment encore une fois dans le monde anglo-saxon. Hein. Il faut aller voir de leur côté aussi. On parle d'afrofuturisme, je crois. Euh, et là, donc elle inclut aussi il y a des éléments contemporains, l'inclusivité, mais c'est amené de façon subtile, c'est pas gros sabot. Hmm. Donc elle parle d'une communauté qui a une façon de s'exprimer un peu particulière, qui fait des choix de vie un peu particuliers. C'est pas lourd. Ça fait écho évidemment à des mouvements actuels sans être vraiment. Je trouve ça très bien fait. Et ces essais de langue m'ont intéressé parce que je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'elle faisait parler ses personnages d'une façon différente. Mais, mais c'était tellement fluide que j'avais pas remarqué. C'est pas je t'explique, voilà, il parle en faisant nanana. Non, c'est devenu pouf comme ça. Et au bout d'un moment, on se rend compte que les personnes s'expriment d'une autre façon. Alors c'est pas tant dans la langue que dans la culture de la personne, mais quand même, c'est vraiment pas mal. Donc là, vraiment, j'ai envie de continuer. J'ai tout de suite été happé. Moi, c'est important que je sois happé dans le début. Je suis pas super patient. Hmm. Et puis surtout, on a tellement de choses à lire, tellement de choses devant nous. Donc c'est ça en fait. Hein. Moi, c'est ça mon principal argument. Hein. Je veux bien m'accrocher un petit peu, mais j'ai tellement de trucs devant moi à lire. Je lirai pas un pouillème de pourcentage de ce qui se produit qui peut m'intéresser avant que je passe l'arme à gauche. Donc Tu n'es pas un fanatique qui, dès qu'il a commencé à lire les premières lignes d'un livre, va aller jusqu'au bout. moi, je Même si m'astreins c'est. pas. Je m'astreins pas, non. Mais si on m'a dit, ça dépend qui. Si on me l'a recommandé, si on m'a dit, par exemple, j'aime beaucoup un classique qui est euh, j'espère que j'ai pas Clifford Simac, Demain les chiens. Ouais, je vois. Ah, oui, je l'ai lu il y Il a a écrit, deux, en trois fait, ans. c'est un assemblage de nouvelles qui ont un fil rouge et qui se tiennent. Hmm. Bon, mais comme ce sont des nouvelles ou des bouts de chapitres qu'il a écrits, d'abord pour des fanzines, il y a un côté un petit peu décousu au début. Le Hmm. premier chapitre m'a pas plu du tout. J'allais dire, il est nul. Restons personnels et pas jugement général. Le premier chapitre. Mais j'étais prévenu. Mais si j'avais lu que ça me serait tombé des mains. Et c'est un des meilleurs bouquins de SF que j'ai eu. Donc voilà mon univers. Et en film, bon ben, moi j'aime les trucs épiques, hein, des gladiators. Alors le premier, pas le deux. Euh, Kingdom of Heaven, qui m'a beaucoup inspiré pour le deuxième, là, le Royaume des cieux, hein, cette histoire de croisade. Euh, c'est du Ridley Scott, c'est du Ridley Scott les deux que je viens de citer. Tiens. Euh, Blade Runner, le premier comme celui de Villeneuve, voilà pour la SF. Les Dunes de Villeneuve, le premier plus que le 2. Mais le 2, on a envie de savoir, mais le premier, au niveau ambiance, etc. Puis sinon, j'aime bien des films classiques, que ce soit du polar noir, que ce soit euh, du classique vraiment vintage. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils et le partage de ce Merci à toi. processus créatif. Je t'en prie, mais merci à toi de m'avoir donné l'occasion de, de me livrer un peu, puis d'expliquer un peu mon univers et de faire un peu
de mettre en avant l'auto-édition, la science-fiction et certains auteurs. J'ai envie de conclure là-dessus, si tu me le permets. C'est l'auto-édition lecteur essayé et, et apprenti ou auteur voulant se lancer, penser à l'auto-édition, pas comme un plan B, peut-être une étape, mais comme quelque chose qui vous permettra de réaliser une envie, peut-être un rêve plus facilement, avec moins de frustration. Mais pensez quand même qu'il faudra que vous fassiez pas juste l'auteur, un peu le VRP. Et puis côté SF, bah oui, lisez de la SF, hein, c'est pas tout ce que vous croisez. Et accessoirement, ben, jetez un coup d'œil à mon bouquin, voilà. En attendant le tome 2. D'ailleurs, je signale que je fais un petit concours parce que j'ai passé les 1000 followers, donc je vais un peu, je vais essayer de penser à quelque chose un petit peu original pour attirer des gens dans mon univers, voilà. Très bien. Le plus simple pour te trouver, c'est sur sur Instagram. Alors, si on veut, Instagram, vous aurez l'univers, vous aurez un peu mon ton, etc. C'est Instagram, donc Pierre Madelmont, auteur, underscore auteur. Sinon, directement dans Amazon, hein, une autre humanité, Pierre Madelmont. Eh ben, merci bien et Merci à très encore. bientôt. Avec plaisir. Bonne journée, au revoir.